Chapitre 4 Les intellectuels et les démocrates français devant la révolution algérienne. Première partie. L'un des premiers devoirs des intellectuels réunis, en l'occurrence sous le terme d'intellectuels et des éléments démocratiques des pays colonialistes, est de soutenir sans réserve la revendication nationale des peuples colonisés. Cette conduite se fonde sur des données théoriques très importantes. Défense d'une idée de l'homme contestée en pays occidental, refus de participer institutionnellement à la dégradation et à la négation de certaines valeurs, communauté d'intérêt entre les classes laborieuses du pays conquérant et de l'ensemble de la population du pays conquis et dominé, enfin, souci d'imposer à son gouvernement le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce soutien à cette solidarité se ramène, avant la période de la lutte armée, à la tenue de quelques meetings annuels et au vote de motions, quelquefois à la suite d'une répression soudaine très féroce, signe avant-coureur d'une répression plus systématisée, plus globale, dans le cas de l'Algérie, des élections de M. Naegelen et le complot de 1950-1951, des campagnes de presse, des déclarations, des mises en garde, des appels voient le jour. Il faut signaler que nulle tentative d'explication n'est amorcée au niveau de l'ensemble de la population du pays colonialiste, parce qu'elle n'a pas de prise sur le peuple, sur le pays, sur la gauche démocratique, fermée sur elle-même, se convainc à la longueur d'articles ou d'études que Bandung a sonné le glas du colonialisme. Or, c'est le peuple réel, les paysans et les ouvriers, qu'il faut informer, incapable d'expliquer, de commenter à l'échelle de millions d'ouvriers et de paysans du peuple colonialiste des réalités du drame qui commence, la gauche se trouve acculée au rôle de Cassandre. Elle annonce les cataclysmes, mais le manque de préparation de l'opinion publique fait que ces prophéties inexplicables dans la période pré-insurrectionnelle seront assimilées à la complicité au moment de l'explosion. Une inefficacité douloureuse. Aussi, dans le cas particulier de l'Algérie, après la phase aiguë pré-insurrectionnelle, 1952-1953, lorsque commence la période de sabotage, attentat de la phase armée, va-t-elle se retrouver devant une gauche désemparée et paradoxalement au dépourvu. Les éléments démocratiques et les intellectuels français savent les données du problème. Pour les avoir vus de très près et les avoir étudiés pendant longtemps, ils en connaissent la complexité, la profondeur. Mais tout le savoir se révèle vain parce qu'incommensurable eu égard aux idées simples qui ont cours dans le peuple. Encombrée par ce savoir inutilisable, la gauche bénéficie d'un statut d'augure. Pendant longtemps, elle répétera aux gouvernants « Vous étiez prévenus, tout cela arrive par votre faute ». De cette phase effervescente d'alignement des forces et d'organisation de la lutte armée du peuple colonisé, on assiste à une quasi-communication entre le peuple révolté et les éléments démocratiques. C'est que très souvent, les intellectuels et les démocrates ont connu personnellement les chefs actuels de la lutte armée. Il s'installe donc entre eux une sorte d'apparente complicité, mais très rapidement, cette pseudo-solidarité active sera balayée par les événements. En effet, au cours de la deuxième période, caractérisée par des engagements, des embuscades et des attentats, la culpabilité si généreusement rejetée sur les responsables officiels tend à se déplacer. La répression s'approfondit, s'organise, se nuance, les chambres de torture apparaissent. Sur tout le territoire national algérien, des dizaines, des centaines de patriotes sont assassinés. Le peuple concret, les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards du pays colonisé, s'aperçoivent sans effort qu'exister au sens biologique du mot et exister en tant que peuple souverain coïncident. La seule issue possible, l'unique voie de salut pour ce peuple est de répondre aussi énergiquement qu'il le peut à l'entreprise de génocide menée contre lui. La réponse se fait de plus en plus absolue. Le nationalisme et la barbarie. C'est ici que se situe un double phénomène. D'abord, une propagande ultra-chauvine, nationaliste, patriotique, mobilisant les éléments racistes implicites de la conscience collective du peuple colonialiste, apporte un nouvel élément. Dès lors, il devient évident qu'il n'est plus possible de soutenir le colonisé sans du même coup s'opposer à la voie nationale. La lutte contre le colonialisme devient lutte contre la nation. La guerre de reconquête est assumée par l'ensemble du pays colonialiste et les arguments anticolonialistes perdent leur efficacité, deviennent des théories abstraites et, à l'extrême, disparaissent de la littérature démocratique. Dans le cas de l'Algérie, c'est à partir de mars 1956, avec le rappel du contingent, que la nation française a pris en main la guerre de reconquête coloniale. Les manifestations de rappelés furent à ce moment les derniers symptômes d'une guerre jugée impopulaire sur le plan doctrinal. Depuis 1956, la guerre d'Algérie est acceptée par la nation. La France veut la guerre, diront explicitement M. Guy Mollet et M. Bourgès Manori,
et le peuple parisien, le 14 juillet 1957, exprimera aux parachutistes tortionnaires de Massu la grande reconnaissance de la patrie. Les libéraux abandonnent la lutte à cette phase. L'accusation de trahison qui guette les adversaires de la guerre d'Algérie devient une arme redoutable entre les mains du gouvernement français. Ainsi, a-t-on pu voir au début de l'année 1957 un grand nombre de démocrates se taire ou être fauchés par la vague revancharde et élaborer un patriotisme élémentaire mal structuré, hanté par le racisme, violent, totalitaire, somme toute fasciste. Le gouvernement français trouvera son deuxième argument dans ce qu'on appelle le terrorisme. Les bombes à Alger seront exploitées par le service de propagande. Enfants blessés, innocents, qui ne s'appellent pas Borjo, ou qui ne répondent pas à la classique définition du féroce colonialiste, posent aux démocrates français des problèmes inattendus. La gauche est ébranlée. Chaque amaudit renforcera ce recul. 10 civils français sont tués dans une embuscade et toute la gauche française, dans un unanime sursaut, de s'écrier « On ne vous suit plus ». La propagande s'orchestre, s'insinue dans les esprits et démantèle les convictions déjà largement fissurées. Le concept de barbarie apparaît et il est décidé que la France en Algérie combat la barbarie. Une grande partie des intellectuels, la presque totalité de cette gauche démocratique, s'effondre et pose au peuple algérien ces conditions. Condamnez Sakamodi et les bombes et nous vous conservons notre amical appui. À l'aube de la 4e année de la guerre de libération nationale, face à la nation française et aux bombes de la rue Michelet, la gauche française se fait de plus en plus absente. Quelques-uns se sont réfugiés dans les silences, d'autres ont choisi certains thèmes qui épisodiquement réapparaissent. La guerre d'Algérie doit cesser car elle coûte cher. La guerre d'Algérie redevient impopulaire parce que simplement elle coûte 1200 milliards de francs, isole la France ou permet son remplacement par les anglo-saxons ou par les Russes ou par Nasser, etc. En France, on sait de moins en moins pourquoi la guerre d'Algérie doit prendre fin. On oublie de plus en plus que la France, en Algérie, piétine la souveraineté populaire, bafoue le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, assassine des milliers d'hommes et de femmes. La guerre d'Algérie tend à devenir en France, au sein de la gauche, une maladie du système français, comme l'instabilité ministérielle. Les guerres coloniales indiquent de la France une partie du panorama national, un détail coutumier. Partie 2. Depuis 1956, les intellectuels et les démocrates français s'adressent périodiquement au FLN. La plupart du temps, il s'agit soit de conseils politiques, soit de critiques concernant telle physionomie de la guerre de libération. Cette attitude de l'intelligentsia française ne doit pas être interprétée comme la conséquence d'une solidarité interne avec le peuple algérien. Ces conseils et ces critiques s'expliquent par le désir difficilement réprimé de guider, d'orienter jusqu'au mouvement de libération de l'opprimé. Ainsi se comprend l'oscillation constante des démocrates français entre une hostilité manifeste ou latente et l'aspiration totalement déréelle à militer activement jusqu'au bout. Une telle confusion indique le manque de préparation aux problèmes concrets de la non-insertion des démocrates français sur le plan de la vie politique intérieure française. Le long de cette ligne d'oscillation, les démocrates français, en dehors de la lutte où manifestent la volonté de l'observer de l'intérieur, voire d'y participer en qualité de censeurs, de conseillers, incapables ou refusant de choisir un terrain précis ou de se battre à l'intérieur du dispositif français, menacent et pratiquent le chantage. La pseudo-justification de cette attitude est que, pour avoir une influence sur l'opinion française, il faut condamner certains faits, rejeter les excroissances inattendues, garder ses distances devant les excès. Dans ces moments de crise, d'affrontement, il est demandé au FLN d'orienter la violence et de la faire sélective. Le mythe de l'Algérie française, à ce niveau, la réflexion nous permet de découvrir une particularité importante du fait colonial algérien. Au sein d'une nation, il est classique et banal d'identifier deux forces antagonistes, la classe ouvrière et le capitalisme bourgeois. En pays colonial, cette distinction se révèle totalement inadéquate. Ce qui définit la situation coloniale, c'est bien plutôt le caractère indifférencié que présente la domination étrangère. La situation coloniale, c'est d'abord une conquête militaire, continuée et renforcée par une administration civile et policière. En Algérie, comme dans toutes les colonies, l'oppresseur étranger s'oppose à l'autochtone comme limite de sa dignité et se définit comme contestation irréductible de l'existence nationale. Le statut de l'étranger,
du conquérant, du Français en Algérie, est un statut d'oppresseur. Le Français en Algérie ne peut être neutre ou innocent. Tout Français en Algérie opprime, méprise, domine. La gauche française, qui ne peut rester indifférente, imperméable à ses propres fantasmes, adopte en Algérie, dans la période antérieure à la guerre de libération, des positions paradoxales. Qu'est-ce que le colonialisme? Les démocrates français, en décidant de nommer le colonialisme ce qui n'a jamais cessé d'être conquête et occupation militaire, ont délibérément simplifié les faits. Le terme de colonialisme créé par l'oppresseur est trop affectif, trop émotionnel. C'est situer un problème national sur un plan psychologique. C'est ainsi que dans l'esprit de ces démocrates, le contraire de colonialisme n'est point reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais nécessité à l'échelon individuel de comportements moins racistes, plus ouverts, plus libéraux. Le colonialisme n'est pas un type de relation individuelle, mais la conquête d'un territoire national et l'oppression d'un peuple, c'est tout. Ce n'est pas une certaine conduite humaine ou une modalité de rapport entre individus. Tout Français en Algérie, actuellement, est un soldat ennemi. Tant que l'Algérie ne sera pas indépendante, il faut accepter cette conséquence logique. Monsieur Lacoste l'a compris, qui a mobilisé en surface les Français et les Françaises résidant en Algérie. Au terme de cette analyse, on s'aperçoit que loin de reprocher au Front de Libération Nationale certaines de ses actions urbaines, on devait au contraire apprécier les efforts qu'il impose au peuple. C'est faute d'avoir compris que le colonialisme n'est qu'une domination militaire que les démocrates français se trouvent aujourd'hui à la limite du paradoxe. Victimes du mythe de l'Algérie française, les partis de gauche créent sur le territoire algérien des sections algériennes des partis politiques français. Les mots d'ordre, les programmes, les modes de lutte sont identiques à ceux de la métropole. Une position doctrinale, incontestée jusqu'à ces derniers temps, a justifié cette attitude. En pays colonial, disait-on, il y a entre le peuple colonisé et la classe ouvrière du pays colonialiste une communauté d'intérêts. L'histoire des guerres de libération menées par les peuples colonisés est l'histoire de la non-vérification de cette thèse. Le colonialisme n'est pas Monsieur Borgeaud. Le peuple algérien se montre réfractaire à l'imagerie simpliciste qui veut que le colonialiste soit un type particulier d'homme facilement reconnaissable. C'est ainsi qu'il a été avancé que tous les Français en Algérie ne sont pas des colonialistes ou qu'il a été décrit des degrés dans le colonialisme. Or, ni M. Borgeaud, ni M. de Sérigny ne caractérisent totalement le colonialisme français en Algérie. Le colonialisme français, l'oppression française en Algérie, forment un ensemble cohérent qui ne requiert pas forcément l'existence de M. Borgeaud. La domination française, c'est la totalité des forces qui s'opposent à l'existence de la nation algérienne et, pour l'Algérie, concrètement, M. Blanchette n'est pas plus colonialiste qu'un agent de police, un garde champêtre ou un instituteur. L'Algérien ressent globalement le colonialisme français, non par simplicisme ou xénophobie, mais parce que réellement tout Français en Algérie entretient avec l'Algérien des rapports basés sur la force. L'évocation de cas particuliers de Français anormalement gentils avec les Algériens ne modifie pas la nature des relations entre un groupe étranger qui s'est accaparé les attributs de la souveraineté nationale et le peuple qui se trouve privé de l'exercice du pouvoir. Aucune relation personnelle ne peut contredire cette donnée fondamentale, que la nation française, par l'intermédiaire de ses ressortissants, s'oppose à l'existence de la nation algérienne. Dans les colonies d'encadrement, le peuple colonialiste est représenté par les soldats, les policiers et les techniciens. Le peuple colonialiste peut, dans ces conditions, se réfugier dans l'ignorance des faits et se déclarer innocent de la colonisation. Dans les colonies de peuplement, cette fuite devant soi-même devient impossible, parce que selon la formule célèbre d'un chef d'État français, il n'existe pas un Français qui n'ait un cousin en Algérie. Toute la nation française s'est trouvée engagée dans le crime contre un peuple et se trouve aujourd'hui complice des assassinats et des tortures qui caractérisent la guerre d'Algérie. Le démocrate français authentique doit être non contre M. Borgeaud ou contre M. Blanchette. Il doit éviter de choisir arbitrairement quelques boucs émissaires qui ne peuvent exprimer les 130 années d'oppression colonialiste. Le démocrate français doit juger et condamner l'ensemble de la colonisation ramenée à sa catégorie d'oppression militaire et policière. Il faut se convaincre que tout Français en Algérie réagit comme M. Borgeaud. C'est qu'il n'existe pas en Algérie de Français qui ne soit justifié dans son existence même par cette domination. Parce qu'il ne peut adopter cette attitude par absence de courage ou défaut d'analyse, le démocrate français se réfère constamment à des abstractions.
Le colonialisme en général se meurt, le colonialisme est inhumain, la France doit être fidèle à son histoire, oubliant ainsi singulièrement que le colonialisme constitue une part importante de l'histoire française. Le colonialisme est l'organisation de la domination d'une nation après la conquête militaire. La guerre de libération n'est pas quête de réforme, mais effort grandiose d'un peuple qu'on avait momifié pour retrouver son génie, pour reprendre en main son histoire et s'installer souverain. Des Français, dans le cadre de l'OTAN, refusent de servir sous les ordres du général allemand Speidel, mais acceptent de se battre contre le peuple algérien. Or, en toute rigueur, la fidélité à l'esprit de la résistance française voudrait que les Français qui répugnent à servir sous Speidel, logiques avec eux-mêmes, refusent de combattre sous Massu ou Salan. Partie 3. De toute évidence, les gouvernants français ont raison lorsqu'ils prétendent que le problème algérien ébranle les bases mêmes de la République. Depuis quelques années, le mythe de l'Algérie française a été soumis à une rude épreuve, et dans la conscience française, il s'est installé une dose d'incertitude quant à la vérité de cette thèse. À l'échelon international, on a pu enregistrer des répercussions de cette destruction. Toutefois, de tels progrès n'ont pas résolu totalement le problème de la mystification engendrée par des dizaines d'années d'enseignements mensongers et de falsifications historiques systématisées. Le prix de la mystification. Quand on analyse de près les rapports colonialistes qui ont existé entre l'Algérie française et la France, on s'aperçoit que le territoire algérien, par les caractères mêmes de sa conquête, a toujours représenté pour la France un prolongement plus ou moins réel. À aucun moment, la France n'a indiqué dans les termes identiques son droit de propriété sur l'Afrique noire ou sur une autre parcelle de l'Empire français. On a pu décréter l'Afrique noire terre française, mais jamais il ne fut décidé que l'Afrique noire était la France. Le droit de la France en Afrique se ramenait davantage à un droit de propriété, tandis qu'en Algérie, dès le début, des rapports d'identité étaient affirmés. Nous avons vu que les démocrates français, à de rares exceptions, ont adapté leur attitude à cette optique. Les partis politiques français n'ont pas caché la nécessité dans laquelle ils se trouvaient d'obéir à cette mystification. M. Laurent Casanova, dans un discours aux étudiants communistes prononcé le 17 mars 1957 à Paris, répondant aux critiques que lui adressait la jeunesse communiste sur l'attitude du Parti communiste français en face du problème algérien, se justifiait en demandant de tenir compte de l'attitude spontanée des masses populaires françaises sur la question. Parce que, pendant presque 30 ans, la conscience nationale française s'est élaborée à partir d'un principe de base simple. L'Algérie et la France, on se heurte aujourd'hui au moment où une grande partie du peuple français se rend compte rationnellement que son intérêt va dans le sens de la fin de la guerre et de la reconnaissance d'un État algérien indépendant à des réactions instinctives, passionnelles, anti-historiques. Jamais le principe qui veut que personne n'a servi impunément ne fut aussi totalement vrai. Après avoir domestiqué, pendant plus d'un siècle, le peuple algérien, la France se trouve prisonnière de sa conquête et incapable de s'en détacher, de définir de nouveaux rapports, de prendre de nouvelles orientations. Un marchandage odieux. La grande erreur, d'ailleurs, serait de croire le problème épuisé par ces considérations psychologiques. Les confrontations avec les représentants de la gauche française font apparaître des préoccupations beaucoup plus complexes. C'est ainsi que sur le point précis de l'avenir de l'Algérie indépendante, nous nous trouvons devant deux exigences contradictoires qui se recoupent d'ailleurs à un échelon plus élevé avec la conception manichéiste du bien et du mal qui depuis quelques années partage le monde. La gauche non communiste nous assure de son appui, nous promet ses interventions, mais nous demande de lui garantir que jamais l'Algérie ne sombrera dans le bloc communiste ou dans le bloc dit neutraliste. L'anticolonialisme de ces démocrates n'est donc pas sans réserve et inconditionnel, mais suppose un choix politique précis. Certes, les arguments ne leur manquent pas. Troquer le colonialisme français contre le colonialisme rouge ou nassérien leur paraît une opération négative car, affirment-ils, à l'heure contemporaine des grands ensembles, un alignement est obligatoire et leurs conseils ne sont pas voilés. Il faut choisir le bloc occidental. Cette gauche non communiste est généralement réticente quand nous expliquons que, pour le moment, il s'agit pour le peuple algérien d'abord de se libérer du joug colonialiste français. Refusant de se maintenir sur le plan strict de la décolonisation et de la libération nationale, la gauche française, non communiste, nous adjure de jumeler les deux efforts. Refus du colonialisme français et du communisme soviéto-neutraliste. Le même problème, selon un dynamisme inverse, se pose avec la gauche française communiste.
Le Parti communiste français, dit-elle, ne peut appuyer que certains mouvements de libération nationale, car quel intérêt représenterait pour nous, communistes français, l'irruption de l'impérialisme américain en Algérie? Ici encore, les garanties nous sont demandées, on veut nous arracher des promesses, on réclame des assurances, on comprend que de telles difficultés gênent l'action anticolonialiste de la gauche française. C'est que l'Algérie non encore indépendante fait déjà l'objet de luttes d'influence à l'échelon international. Pour qui va donc se libérer l'Algérie? Le peuple algérien, depuis 3 ans, ne cesse de répéter qu'il se propose de se libérer pour son propre compte, que ce qui est important pour lui, c'est d'abord de reconquérir sa souveraineté, d'asseoir son autorité, de réaliser son humanisation, sa liberté économique et politique, mais il ne semble pas que ces évidences soient acceptées. Le peuple algérien souffre de façon terrifiante sa naissance à l'indépendance, et déjà, on lui monnaie, avec une agressivité inaccoutumée, la moindre parcelle d'appui. C'est ainsi qu'il n'est pas rare d'entendre certains Français démocrates nous dire « Aidez-nous à nous aider ». Ce qui signifie clairement « Dites-nous un peu où vous comptez aller après ». Cette mise en demeure, qui se situe toujours à l'échelon individuel entre Français et Algériens, représente certainement l'un des aspects les plus douloureux de la lutte pour l'indépendance. Certains démocrates français sont quelquefois heurtés par la sincérité du combattant algérien, c'est que le caractère total de la guerre que nous menons se répercute sur la manière non moins radicale que nous avons de vivre les échanges individuels. Il nous faut avouer que cela nous est insupportable de voir certains Français que nous avions crus être nos amis se comporter avec nous comme des marchands et pratiquer cette sorte de chantage odieux à la solidarité assortie de restrictions fondamentales sur nos objectifs. Un désaccord fondamental. Si l'on compare l'attitude de la gauche française à l'égard des buts de notre lutte, on s'aperçoit qu'aucune fraction n'admet l'éventualité d'une libération nationale réelle. La gauche non communiste concède que le statut colonial doit disparaître, mais entre la liquidation du régime colonial, ramené en l'occurrence à un régime préférentiel, avec lutte des castes à l'intérieur d'un ensemble et la reconnaissance d'une nation algérienne indépendante de la France, cette gauche a interposé une multitude d'étapes, des sous-étapes, des solutions originales, des compromis. Il est clair que pour cette partie de la gauche, la fin de la guerre d'Algérie doit amener une sorte de fédéralisme interne et d'union française rénovée. Notre désaccord avec cette opinion française n'est donc ni d'ordre psychologique, ni d'ordre tactique. Comme certains le prétendent, les radicaux de gauche, les socialistes minoritaires et le MRP de gauche n'ont pas accepté l'idée d'une indépendance algérienne. Aussi, les propositions du genre « nous sommes d'accord sur le fond mais pas sur les méthodes » sont-elles radicalement fausses. La gauche communiste, de son côté, tout en proclamant la nécessaire évolution des pays coloniaux vers l'indépendance, exige le maintien des liens particuliers avec la France. De telles positions manifestent clairement que même les partis dits extrémistes considèrent que la France a des droits en Algérie et que l'allègement de la domination ne doit pas obligatoirement s'accompagner de la disparition de tout lien. Cette disposition d'esprit est présentée sous les formes d'un paternalisme technocratique, d'un chantage à la régression. Sans lien avec la France, est-il auguré que ferez-vous? Il vous faut des techniciens, des devises, des machines. Il n'y est pas jusqu'au tableau catastrophique d'une Algérie mangée par le désert, infestée de marécages et ravagée par les maladies qui ne soient mobilisées pour nous faire réfléchir. Les colonialistes, dans leur propagande, disent au peuple français « La France ne peut pas vivre sans l'Algérie ». Les anticolonialistes français disent aux Algériens « L'Algérie ne peut pas vivre sans la France ». Les démocrates français n'aperçoivent pas toujours le caractère colonialiste, ou pour employer un concept nouveau, néocolonialiste de leur attitude. L'exigence de liens particuliers avec la France répond au désir de maintenir intactes des structures coloniales. Il s'agit ici d'une sorte de terrorisme du nécessaire à partir duquel il est décidé que rien de valable en Algérie ne saurait être conçu ou réalisé en dehors de la France. En fait, la réclamation de liens particuliers avec la France se ramène à la volonté de maintenir éternellement l'Algérie à un stade d'état mineur et protégé. Mais c'est aussi garantir certaines formes d'exploitation du peuple algérien, c'est incontestablement faire la preuve d'une incompréhension grave des perspectives révolutionnaires de la lutte nationale. Est-il trop tard? Il faut que les démocrates français dépassent les contradictions qui stérilisent leur position s'ils veulent effectuer une authentique démocratisation avec les colonialistes. C'est dans la mesure où l'opinion démocratique française sera sans réticence que son action pourra être efficace et décisive. Parce que la gauche obéit inconsciemment au mythe de l'Algérie française, son action se contente de viser une Algérie où règne davantage de justice et de liberté, ou à l'extrême,
une Algérie gouvernée moins directement par la France. Le chauvinisme passionnel de l'opinion française sur la question algérienne fait pression sur cette gauche, lui inspire une prudence excessive, ébranle ses principes et la place dans une situation paradoxale et stérile. Le peuple algérien estime que la gauche française n'a pas fait tout ce qu'il fallait dans le cadre de la guerre d'Algérie. Il ne s'agit pas pour nous d'accuser les démocrates français, mais d'attirer leur attention sur certaines attitudes qui nous paraissent opposées au principe de l'anticolonialisme. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'attitude de l'Internationale socialiste sur cette question. Personne n'ignore qu'en 1956, la délégation française conduite par M. Pinault y fut condamnée et que M. Bevan, en 1957, lors du Congrès socialiste de Toulouse, exprima publiquement sa déception et sa colère devant le racisme et le colonialisme de la SFIO. Depuis 1954, le peuple algérien lutte pour l'indépendance nationale. Il s'agit d'un territoire conquis depuis plus d'un siècle qui exprime sa volonté de se constituer en nation souveraine. La gauche française doit soutenir sans réserve cet effort. Ni la présence d'une minorité européenne, ni Sakamoudi ne peuvent et ne doivent entamer la détermination d'une gauche authentique. Nous avons vu que la propagande de M. Lacoste ne cesse d'affirmer que la France, en Algérie, combat la barbarie. La gauche doit se montrer imperméable à cette campagne et exiger la fin de la guerre et la reconnaissance de l'indépendance d'Algérie. Il est arrivé, avons-nous vu, que certains démocrates utilisent le raisonnement suivant: si vous voulez que notre aide continue, condamnez tel ou tel acte. Ainsi, la lutte d'un peuple pour son indépendance doit être diaphane si elle veut bénéficier de l'appui des démocrates. Paradoxalement, se retrouve ici l'attitude de M. Guy Mollet, qui, pour continuer sa guerre, désigne une commission de sauvegarde avec la mission de signaler des excès, isolant spectaculairement les mauvais soldats de la bonne et juste et féconde armée française. Les tâches de la gauche française. Le FLN s'adresse à l'ensemble de la gauche française et lui demande cette 4e année de s'engager concrètement dans le combat pour la paix en Algérie. À aucun moment, il ne saurait être question pour les démocrates français de rejoindre nos rangs ou de trahir leur pays. Sans renier sa nation, la gauche française doit lutter pour que le gouvernement de son pays respecte les valeurs qui s'appellent droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnaissance de la volonté nationale, liquidation du colonialisme, rapport réciproque et enrichissant entre des peuples libres. Le FLN s'adresse à la gauche française, aux démocrates français, et leur demande d'encourager toute grève entreprise par le peuple français contre l'élévation du coût de la vie, les nouveaux impôts, la restriction des libertés démocratiques en France, conséquence directe de la guerre d'Algérie. Le FLN demande à la gauche française de renforcer son action d'information et de continuer à expliquer aux masses françaises la caractéristique de la lutte du peuple algérien, les principes qui l'animent, les objectifs de la révolution. Le FLN salue les Français qui ont eu le courage de refuser de prendre les armes contre le peuple algérien et qui sont maintenant en prison. Ces exemples doivent se multiplier afin qu'il soit clair pour tout le monde et d'abord pour le gouvernement français que le peuple français refuse cette guerre qui est faite en son nom contre le droit des peuples pour le maintien de l'oppression, contre le règne de la liberté.